Hello, aujourd'hui on se retrouve en contre-soirée avec mademoiselle Louisa Donna. Hello Louise, dis-moi, Salut Camille. Comment tu vas ce soir? Nickel. Et Ça toi? va? Bah écoute, ça va, on passe une bonne soirée. Dis-moi, parle-moi un petit peu de toi, t'as fait quoi comme études? J'ai fait des études de psychologie. Et du coup maintenant, tu fais quoi? T'en es où? Et moi, je suis psychologue clinicienne. Je travaille dans une association qui s'appelle le FIT à Bagnolet et on fait de l'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences entre 15 et 25 ans. Ok, super. Et tu fais quoi d'autre à côté? T'as d'autres projets? T'as d'autres activités? Ouais, tout à fait. Je suis aussi artiste dans la musique. Enfin, oui, j'ai un projet artistique, je m'appelle Louisa Donna. J'ai un nom de scène. Super. Et je fais de la musique pop féministe engagée. Trop bien. Du coup, tu portes un peu une double casquette. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que parfois tu te poses un peu la question de légitimité d'avoir ces deux activités ou... Ouais, bien sûr. Je me sens jamais légitime dans aucune des deux, du coup. Puis des fois très légitime, donc ça varie, tu vois, selon la journée, selon si je suis super contente de ce que j'ai pu faire, soit en tant qu'artiste, soit en tant que psy. Je vais me dire non, c'est vrai que je suis vraiment légitime. Puis il y a des jours où je me dis mais non, en fait, qu'est-ce que tu fais? T'as trop de choses, tu fais trop de trucs. Et en même temps, j'adore faire ce que je fais et c'est trop intéressant et j'aime trop ces deux casquettes en fait. Et t'as déjà pensé à renoncer à l'un des deux ou... Je me suis posé des fois la question, mais je pense que j'arriverai pas. Enfin, je pense que ça m'intéresse trop. Du coup, comment tu fais pour gérer sans te sentir trop surmenée avec toutes ces activités quand même? J'ai 2 jours de la semaine qui sont vraiment consacrés entièrement à la psychologie, puis d'autres jours où je varie les deux en fait, artiste. J'ai un peu mes jours de la semaine consacrés. La répartition du temps, elle t'aide. Voilà, aujourd'hui on est mercredi, c'est une journée artiste, Okay. donc du coup c'est pour ça que je suis là. Ouais. Mais sinon j'aurais ma casquette de psy. C'est quoi qui t'a poussé à rejoindre cette association du coup dont tu fais partie aujourd'hui et qui anime un peu ta vie? Plein de trucs, mais surtout le fait que je sois entourée d'une équipe qui est hyper engagée et hyper féministe. Et travailler dans une équipe pluridisciplinaire où tout le monde est d'accord, notamment sur la politique, je trouve ça hyper soulageant et hyper important. Et on fait vraiment un travail tellement passionnant et tellement gratifiant par moments aussi. Et l'asso surtout, elle a vraiment un fonctionnement que je trouve très bien pensé cliniquement. Parce que, en gros, cette asso, elle est partie du constat que les femmes étaient beaucoup plus victimes de violences quand elles étaient jeunes. Et que pourtant, en fait, elles étaient les moins présentes en consultation. Et donc du coup, elle s'est demandé, du coup, comment on les amène en consultation en fait? Comment on fait pour que ces femmes-là, on les retrouve en consultation et qu'elles soient prises en charge en fait? Et que du coup, on évite qu'elles retournent en fait dans des situations de violence qui se répètent toute leur vie. Et une des réponses qui a été trouvée, c'était de ne pas donner forcément de rendez-vous en fait, mais de laisser des temps de libre où les patientes peuvent venir et rencontrer des soignants comme elles veulent. Du coup, de 10h à 18h, elles peuvent venir se poser, prendre un café. Et après, une fois qu'on a créé du lien, là, on peut travailler avec elles. Et, Comment toi, tu fais pour prendre sur toi et prendre soin de toi et de ta santé mentale en fait dans ces moments-là quoi? Ouais, on a des supervisions d'équipe. Moi j'ai une supervision personnelle. Si toi-même tu te mets à pas aller bien parce que tu te colles trop à ta clinique et à ce qui se passe pour tes patientes, tu peux plus être là pour elles en fait, tu peux plus fonctionner donc tu sers plus à grand chose. Et puis oui, c'est sûr que il y a des fois où c'est difficile, mais en même temps il y a aussi beaucoup de gratification de voir tout ce qui se passe pour ces patientes et tout, donc c'est chouette. Ok, c'est super intéressant. Du coup, tu m'as dit que tu étais aussi artiste, que tu faisais de la musique. Tu t'es inspirée de quoi pour ton album, le dernier album? Pour mon EP? Ouais. Ok, moi, je suis fan de plein d'artistes déjà féministes et puis j'adore toutes les meufs qui sont des compositrices, autrices, productrices, interprètes qui ont aussi un univers très fort visuellement et fort aussi dans les paroles. De toutes les façons, j'ai un discours engagé, que ce soit dans mon travail de psy ou dans mon travail d'artiste. Ce premier EP, il s'appelle Fatigue et c'était un petit peu une peinture de plein de situations dans un environnement, dans un monde patriarcal, qu'est-ce qu'on vit. Et donc là, je suis en train de sortir progressivement mon deuxième EP qui va s'appeler Punchline. Je crois que je vais un petit peu plus loin dans à la fois des textes beaucoup plus doux et dans des textes aussi un peu plus vénères. Toi, c'est quoi les raisons qui font que l'écriture, ça représente aussi pour toi, je pense, une forme de thérapie Complètement. J'aurais du mal à te répondre parce que je crois que ça me concerne un peu trop. Mais j'écris depuis que je suis toute petite. J'écris des musiques, j'ai toujours un peu vomi mes tripes quand j'avais des trucs à dire. Et oui, c'est sûr que quand j'ai ma casquette de psy, j'écoute. Quand j'ai ma casquette de chanteuse, je parle et je crache
mon bonheur, ma colère, ma tristesse sur plein de trucs, quoi. Et est-ce que ta casquette de psy, elle t'inspire aussi pour ton écriture, pour ta casquette d'artiste? Parfois, les histoires peut-être que tu peux entendre de certaines de tes patientes ou... De toutes les façons, c'est sûr que ma casquette de psy me fait aussi. Enfin, c'est les gens qu'on rencontre qui nous fabriquent et moi, c'est aussi mes patientes. Ça participe à qui je suis, etc. Et ça participe à ce que je vais écrire et dire, certainement. Après, je pense que Fatigue était vraiment... mon premier EP était vraiment un peu plus issu de ça, de qu'est-ce que les femmes disent de façon générale sur la société et qu'est-ce qu'elles vivent au sein du patriarcat, et que là, avec mon deuxième EP, Punchline, je vais un petit peu plus... je me retourne un peu plus vers moi-même et je suis un peu plus revendicatrice sur des trucs qui, moi, m'énervent personnellement, tu vois. Toujours en continuant dans tout ce qui est sa casquette, on va dire, d'artiste, dans tes morceaux, tu parles plus ou moins de ton rapport au corps, enfin du rapport au corps, quel qu'il soit, peu importe la personne, le genre, etc. Toi, tu as quel rapport avec ton corps aujourd'hui dans ta tête C'est une question deep. À la fois, j'essaye d'appliquer à moi-même ce que je dis à mes patientes, c'est-à-dire que je suis très contente qu'ils soient là pour me permettre de respirer, de manger, de vivre, d'avoir une sexualité, de prendre du plaisir, de plein de choses. Puis à la fois, je suis constituée de toutes les tares de cette société, donc j'ai des complexes, il y a des trucs que j'aime pas, que j'essaye de combattre. Et je pense, si je parle de mon rapport à mon corps, je vais parler de mon rapport à mes poils, parce que ça a été un peu un des trucs les plus compliqués dans ma tête pendant très longtemps, qui aujourd'hui est très simple. Mais en grandissant, quand à un moment donné, on a commencé à me dire qu'il fallait que je m'épile, j'ai pas trop compris l'injustice, quoi. Parce que je me suis dit, pourquoi moi je dois faire ça, mais les mecs non. Quand je me rasais, j'avais des poils incarnés. Quand je m'épilais, j'avais des poils incarnés, ça faisait mal. Je comprenais pas pourquoi moi je devais dépenser 15 balles pour soit aller voir une esthéticienne, soit aller m'acheter des trucs de torture, là. Et j'ai eu 2 ans où ça a été vraiment le gros bordel dans ma tête, tu vois, où j'y pensais vraiment beaucoup l'été. L'été, c'était horrible. L'hiver, ça passe encore, mais l'été... Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse mes poils? Est-ce que je les enlève? Est-ce que non et tout? Maintenant, j'en ai plus rien à faire. Je garde mes poils, je m'en fiche. J'étais entourée de personnes pas très déconstruites sur ce sujet et je pouvais me prendre des remarques. Maintenant, ça m'est plus jamais arrivé et j'avoue que j'ai la chance de jamais avoir eu de remarques dans la rue de gros lourdeaux qui viennent me dire En tant que psychologue, tu aurais des tips peut-être à donner aux autres? Peut-être juste si on s'adresse à des étudiants qui connaissent bien les lieux de prise en charge. Les BAPU, tu vois, c'est des lieux de prise en charge gratuite adressés aux étudiants. Donc trop important de pouvoir avoir accès à du soin psychique gratuit. Il y a plein de lieux de prise en charge gratuite d'ailleurs. Il y a les CMP qui sont gratuits, donc c'est les centres médico-psychologiques où tout le monde peut aller. Si on est mineur, il y a CMP ou CMPP selon là où on habite. Il faut savoir qu'en France, il y a la sectorisation. Donc ça veut dire que n'importe où, selon ton adresse postale, tu as le droit d'avoir accès à du soin psychique gratuit. Alors certes, actuellement, les institutions sont de plus en plus menacées. On est dans un moment pas très sympa de l'histoire, mais même s'il y a de l'attente, etc., faut persévérer. Si on va vraiment très mal, faut pas hésiter à relancer plein de fois, faut pas hésiter à contacter même son médecin traitant, peut-être qu'il peut faire une lettre d'adresse qui accélérera peut-être un petit peu le processus. Même si on est pas bien du tout, que c'est difficile d'être en demande d'aide, c'est important d'arriver à faire cette demande d'aide. La santé mentale, c'est du soin médical, donc pas hésiter à en parler à son médecin traitant. Et sinon, bien sûr, si on a été victime de violences, si on souffre de psychotrauma, qui est ce que je connais le mieux, il y a plein de lieux de prise en charge. On peut appeler le 3919 pour savoir aussi quel est le lieu de prise en charge le plus proche de chez nous. Il faut vraiment savoir qu'il y a des soignants et des soignantes qui sont formés à ça. C'est vrai que le fait que ce soit coûteux, ça qui fait un peu peur aussi, peut-être aux jeunes. Coûteux financièrement ou psychiquement? Les deux en vrai. Ouais, les deux. Ouais, il y a plein d'endroits de prise en charge gratuite. Ouais. Si on appelle le 3919, il y a plein d'associations partout en France. Les assos, en fait, les assos c'est gratuit. Les CMP c'est gratuit. Les BAPU c'est gratuit. Enfin, tout ce dont je vous ai parlé là, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu aimerais peut-être dire aux jeunes, aux étudiants qui nous regardent peut-être aujourd'hui, pour leur donner un peu confiance ou des petits conseils que tu pourrais leur donner? Alors c'est pas vraiment un conseil, mais c'est un truc que j'ai constaté du fait de la crise Covid.
J'ai vu énormément de jeunes aller très mal. Donc déjà, j'ai beaucoup d'empathie pour eux. Quelque part, je me dis aussi, en fait, cette génération, elle arrive avec des clés en main que les autres n'avaient pas avant. Et je me dis, en fait, trop bien, quoi. Enfin, en vrai, d'arriver avec déjà ça, de savoir qu'en fait, tout n'est pas acquis et que nous, on va pas vivre toute l'éternité sur des montagnes d'or et d'iPhone. Je trouve ça cool en fait de se dire ok, cette génération elle arrive, elle va peut-être vraiment prendre les choses en main et se dire le social c'est important, la justice c'est important, les études c'est important, l'école, l'éducation, l'hôpital, l'accès à la santé c'est important. Je me dis voilà, cette génération elle arrive, elle a souffert psychiquement. Peut-être qu'elle va apporter quelque chose de trop beau, quoi. Merci beaucoup, Louise. Merci à toi. Ça m'a fait trop plaisir d'apprendre à te connaître et de discuter avec toi. Moi aussi.